Le parquet du procureur du roi comporte à Liège une section famille qui s'occupe de tous les problèmes relatifs aux mineurs. Alors il intervient essentiellement dans deux lois. Une loi qui s'appelle décret, c'est le décret du 4 mars 91 de la communauté française relative à l'aide à la jeunesse, et la loi du 8 avril 65 qui concerne plutôt les mineurs délinquants. Dans le cadre de ces lois, nous avons un rôle qui est moins connu que celui du juge de la jeunesse, mais qui est néanmoins un rôle important et même primordial, je dirais, dans ces matières. En effet, toutes les informations, à un moment donné, arrivent au parquet et repassent par le parquet afin de leur donner une orientation. Dans le cadre du décret du 4 mars 1991, le rôle du parquet consiste dans un premier temps à envoyer toute une série de situations de mineurs en danger aux conseillers de l'aide à la jeunesse. Le procureur du roi envoie des informations qui sont constituées essentiellement par des procès-verbaux. Procès-verbaux qui sont rédigés par les services de police lorsque, dans le cadre d'une intervention, ils constatent une situation où des mineurs pourraient être en danger. Nous envoyons aussi des procès-verbaux qui nous sont transmis par nos propres collègues qui s'inquiètent du sort de certains enfants dans des situations tout à fait autres qui concernent des majeurs qui sont impliqués dans des délits mais pour lesquels ils s'inquiètent de la présence de certains mineurs ou des implications sur des mineurs de certains faits. Le conseiller de l'aide à la jeunesse traite ces dossiers et à un moment donné, dans des situations où il estime que les mineurs sont en danger et où il n'obtient plus l'accord des parents, il dénonce ces faits et ces situations au parquet pour passer de l'aide consentie dont il s'occupe vers l'aide contrainte. À ce moment-là, le dossier est réexaminé par le parquet qui a le pouvoir de citer devant le juge de la jeunesse pour passer à l'aide contrainte. Donc le rôle du parquet ici redevient essentiel puisque c'est lui seul qui peut citer ou non dans les situations et d'amener le dossier devant le tribunal de la jeunesse. Par après, si le juge de la jeunesse décide que c'est l'aide contrainte qui va s'appliquer, le parquet continue son rôle d'information, mais à ce moment-là non plus vers le conseiller de l'aide à la jeunesse, mais vers le directeur du service de protection judiciaire. Je résumerai le rôle du parquet au niveau du décret à celui d'une gare de triage où nous décidons d'envoyer des informations dans une direction ou une autre vers les personnes les plus adéquates, que soit le conseiller de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le directeur du service de protection judiciaire. Les interlocuteurs habituels et les plus fréquents du parquet sont les policiers et les juges de la jeunesse. Par contre, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, nous avons besoin de rapports les plus clairs possibles pour évaluer les situations de danger. Donc notre première attente vis-à-vis des éducateurs et des intervenants sociaux sont de donner les informations et de les transcrire en termes compréhensibles et lisibles par le parquet et le juge de manière à pouvoir apprécier au mieux les situations de danger. Dans un second temps, évidemment, vis-à-vis notamment du SAJ et du SPJ avec qui nous avons aussi beaucoup de contacts, il s'agit d'avoir du répondant de la part de ces personnes pour pouvoir intervenir dans certaines situations, dans l'urgence, et avoir quelqu'un qui connaît la situation pour pouvoir réagir au mieux. Et in fine, mais ça je crois que c'est quelque chose qui doit être dans le but de tout le monde, c'est de faire progresser les jeunes par rapport à la situation d'où on vient. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, donc sa mission est écrite dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Il doit veiller à protéger les enfants de 0 à 18 ans. Donc il met en application le décret sur base de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York par la Belgique en 1989. Son travail consiste donc à analyser toutes les demandes qui arrivent du parquet, du PMS, des écoles ou des particuliers concernant des situations qui sont inquiétantes à l'égard de ces enfants. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un intervenant social? D'abord, s'il travaille dans mon service. Donc, s'il travaille dans mon service, ce qu'on attend de lui, c'est de recevoir des missions soit d'investigation,
Donc recevoir les personnes, analyser la demande, voir si on est dans un cadre supplétif, puisque le décret prévoit qu'on n'intervienne que de manière supplétive, nous ne sommes pas un service de première ligne, et voir aussi si ça cadre avec le service de l'aide à la jeunesse. Alors, chez moi, ils ont deux types de missions, soit le service d'accueil, ce qu'on appelle communément la permanence, service d'accueil et de première approche, qui va essayer d'analyser le plus concrètement possible si la demande relève bien dans le cadre du décret, ou si cette demande peut être relayée vers un service de première ligne. Pourquoi? Parce qu'il faut que les personnes aient une réponse la plus adéquate et la plus proche possible de leur domicile. Et donc, plus l'intervenant social est proche de la réalité, au mieux, pensons-nous, de manière préventive, répondre aux besoins qui sont justifiés en termes d'intervention sociale. Soit d'accompagner alors les personnes vers des structures plus adéquates, que ce soit le civil, que ce soit un service pédiatrique ou autre. Donc, c'est-à-dire une nécessité plus adapté au niveau de la mesure. Soit, troisième volet, le fait de se dire, il faut peut-être qu'il y ait une intervention qui soit plus pointue dans le sens où il faudra que ça passe au niveau du service social. Donc là, comment préparer le premier accord chez le conseiller qui permette à ce que ce dossier quitte le service de premier accueil pour arriver vers le service social. Et donc, les deuxièmes volets, ce sont les délégués qui travaillent dans le service social, c'est-à-dire que quand les mesures sont prises par le conseiller, il s'agit d'être vigilant quant à l'application de celles-ci. Est-ce que les personnes respectent l'accord, puisqu'on est dans l'aide consentie, mais consenti, entendons-nous bien, puisqu'il s'agit quand même de situations difficiles et délicates. Donc quand le programme est signé, est-ce que les personnes le respectent ou pas? Est-ce qu'il y a des modifications à apporter à ce programme? Est-ce que par rapport aux services qui sont engagés à prendre en charge, les choses se passent bien? Ou est-ce que ces services demandent un recadrage? Donc, en quelque sorte, ce sont des délégués, donc des travailleurs sociaux, qui ont une fonction d'être les yeux et les oreilles du conseiller quant à la mise en application des mesures qui ont été décidées. Alors, par rapport aux autres maintenant, donc c'est-à-dire vers l'extérieur, ce qu'on attend, c'est la collaboration. C'est à partir du moment où les gens se sont inscrits dans une collaboration, jusqu'où est-ce que le service est prêt à engager? Et par rapport aux services qui sont engagés, il y en a encore de deux types. Vous avez les services qui sont subventionnés par l'aide à la jeunesse, où on a quand même un regard, puisque c'est nous qui engageons les frais. Donc nous espérons qu'il y a un retour avec une obligation de rapport et de suivi. Et puis les autres, ceux vers qui nous envoyons et qui sont partenaires dans l'élaboration du projet, CPAS, PMS, etc., où nous attendons, oui, bien sûr, des rapports, mais surtout la prise en charge du travail. Et savoir si la nécessité du cadre du conseiller est toujours utile ou bien si le dossier peut être classé et que la continuité se fait avec ces services dans le cadre de leurs décrets qui leur sont propres et qui désavouent ou bien qu'ils mettent en l'état le décret d'aide à la jeunesse, c'est-à-dire qui permettent à ce que l'action ne soit plus dans un cadre qui soit trop lourd par rapport aux situations rencontrées. Le juge de la jeunesse est un juge au tribunal de première instance qui exerce ses compétences sur un arrondissement judiciaire. Ses fonctions sont de deux ordres. D'abord sur le plan civil, il connaît de tous les conflits qui opposent les parents non mariés relativement à leur enfant mineur. Il s'occupe essentiellement de déterminer les modalités d'hébergement des enfants chez chacun de leurs parents lorsque ceux-ci sont séparés. Il s'occupe aussi de fixer le droit aux relations personnelles des grands-parents ou des familiers à l'égard de l'enfant mineur. Il s'occupe aussi des adoptions d'enfants de moins de 18 ans. Cela, c'est sur le plan civil. Sur le plan protectionnel, il s'occupe essentiellement de deux choses. Les mineurs qui ont commis des faits qualifiés infractions, à l'égard desquels il prend des mesures à caractère éducatif, voire sanctionnel, ou encore il propose des offres de médiation ou de restauration. Sur le plan protectionnel encore, on sort de la délinquance, il s'occupe des enfants
en danger, c'est-à-dire, comme dit le décret, dont l'intégrité physique et psychique est gravement perturbée. Et dans ces situations, il ne s'en occupe que lorsqu'il n'y a pas eu d'accord au service d'aide à la jeunesse. Ce que le juge de la jeunesse attend d'un intervenant social, c'est essentiellement d'être très motivé et persévérant. Il ne faut pas céder au découragement et il faut être modeste et se contenter de petits résultats, de petits pas, des petits pas qui vont amener peut-être un certain résultat. Il faut aussi distinguer, lorsqu'on est intervenant social, le rôle que l'on a lorsque l'on intervient comme soutien du jeune ou de la famille, lorsqu'on est dans une fonction d'aide, de celle que l'on a lorsque l'on est toujours intervenant social et qu'on exerce un certain contrôle social sur les jeunes et sur leur famille. Puisque si les situations dérivent, ne vont pas bien, si l'état de danger est avéré, il faudra faire un certain nombre de rapports sociaux et ces rapports pourront être utilisés pour remédier à la situation. Il faut donc bien distinguer ces deux rôles que peuvent avoir les intervenants sociaux. Et puis, c'est la suite de ce que je viens de dire, il faut aussi établir des rapports sociaux qui vont être utilisés par le conseiller de l'aide à la jeunesse, éventuellement par le directeur, par le parquet de la famille et par le juge. Et il faut que ces rapports soient synthétiques, concis, et qu'ils développent en tout cas une situation familiale de manière à ce que l'on puisse déterminer, en tout cas au niveau du juge, s'il y a effectivement danger. Donc il faut reprendre les différents éléments qui établissent ce danger. Ce n'est pas tout à fait le danger, puisque le décret nous dit c'est l'intégrité physique et psychique gravement perturbée. Et aussi, c'est le deuxième élément que doivent contenir les rapports sociaux, c'est l'existence d'une absence d'accord au niveau du service d'aide à la jeunesse. Puisque pour que le tribunal puisse intervenir, il faut que l'on ait d'abord constaté qu'il n'y avait pas eu de possibilité d'accord et d'entente, de consensus au sein du service de l'aide à la jeunesse. Comme vous l'a dit M. Vega, lui, il est amené à travailler dans le cadre de l'aide consentie. Si maintenant il constate qu'un enfant est en danger qu'il peut nommer, et que ce danger, pour éviter ce danger, les personnes refusent l'aide du conseiller, donc refusent de collaborer avec lui, M. Vega ne peut faire qu'une chose, c'est envoyer un rapport dans lequel il définit le danger et il définit pourquoi les personnes refusent son aide, soit en ne voulant pas collaborer, soit en disant qu'ils vont collaborer, mais qu'ils ne le font pas. Et donc ce rapport, il l'envoie au procureur du roi. Le procureur du roi fait les investigations qu'il juge nécessaires, et dans la mesure où il est d'accord avec ce qu'a dit le conseiller de l'aide à la jeunesse, à ce moment-là, il cite la situation devant le tribunal de la jeunesse. Il y a donc débat contradictoire, comme ça s'appelle, au niveau du juge de la jeunesse, débat contradictoire où le juge de la jeunesse a en sa possession le rapport du service de l'aide à la jeunesse, les investigations complémentaires qu'aura fait le parquet si nécessaire, et il entendra également le papa, la maman et le jeune qui est devant lui. À partir de là, il va organiser, il va décider, soit il estime que tant M. Vega s'est trompé que le procureur du roi, il va classer la situation, soit il y a lieu d'intervenir dans ce qu'on appelle l'aide contrainte. Alors la première chose qu'il va devoir faire, à son niveau, c'est de rendre, s'il décide qu'il faut intervenir, il va rendre un jugement. Une fois qu'il a rendu son jugement, il a terminé et il m'envoie le jugement. Et moi, je suis justement amené, avec le service de protection judiciaire, à mettre en œuvre cette décision du tribunal de la jeunesse, à savoir, en ayant pris connaissance du jugement, en ayant reçu à mon tour les personnes que je suis obligé d'associer, mais qu'est-ce que je vais mettre en place comme accompagnement éducatif qui deviendra obligatoire, puisque j'ai la force du jugement derrière moi. Cet accompagnement éducatif, mais ce sont les mêmes services que ceux qui sont mis à disposition de M. Vega.
La façon de fonctionner est la même, sauf qu'il y a cette obligation. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que mon mandat, qui m'est donné par le juge de la jeunesse, est un mandat d'1 an. Ça nécessite donc, pour que l'on puisse arriver à cette échéance de 12 mois, plusieurs évaluations, plusieurs rencontres, je dirais, avec la famille, le jeune, les institutions qui interviennent, de telle manière à pouvoir avoir la progression dans le courant de l'année, de telle manière à en faire aussi une synthèse en fin d'année vers ce classement ou vers une réinterpellation du parquet du procureur du roi. En fait, je parlerai essentiellement des intervenants sociaux qui ne font pas partie de mon service. Essentiellement des intervenants sociaux que l'on est amené à mandater, soit parce que leur institution est agréée par l'aide à la jeunesse, soit parce qu'elle est agréée par d'autres pouvoirs subsidiants. Alors, ce que j'attends d'eux, c'est que, d'une part, ils soient là quand on définit ce qu'on attend des parents, de telle manière à ce qu'ils puissent faire le travail en accompagnement à ses parents ou à ce jeune, et que, à partir de la définition que j'ai donnée quand j'associe les parents à ma décision, ils puissent faire le travail jour après jour avec ses parents, qu'ils me rendent des évaluations ou qui me rendent l'évolution de la situation que je leur ai confiée, de telle manière à ce que je puisse voir si la situation évolue, qu'à la limite je réajuste ou je change d'institution, ou je réajuste mes demandes, de telle manière à aller vers le même objectif, à savoir que l'on puisse, dès que possible, laisser ces personnes redevenues responsables reprendre l'ensemble des rênes de l'éducation de leur enfant et ainsi se passer de l'intervention de tout intervenant social.